Bonjour, chères auditrices, auditeurs de Rétro 7. Rétro 7 qui se fait le plaisir d'accueillir ce matin le président de la CPP, Convergence Patriotique Panafricaine, M. Akwete Beliki. La CPP et ses priorités du moment, les ennuis de la DMK dont les réunions ont été empêchées le week-end passé, la persistance des perturbations dans le secteur éducatif, la vie chère, la levée de la suspension des visites aux prisonniers, la mise en examen de 4 fils de Feu Omar Bongo, l'ex-président gabonais, et la présidentielle en France sont quelques-uns des sujets que nous soumettrons à l'analyse de notre invité. Monsieur Beliki, bonjour. Bonjour, Monsieur Agbo, mais c'est plutôt Monsieur Akwete. Mon nom, c'est pas Beliki, mon nom, c'est un prénom. Le Beliki, c'est un prénom. Donc je rectifie, c'est Beliki Akwete et non Akwete Beliki. D'accord. Bon, chaque fois, tout le monde se trompe, hein, c'est normal. Merci pour la précision. Alors, la CPP avait entamé des rencontres avec ses militants. Et dites-nous où en êtes-vous aujourd'hui et quels sont les objectifs visés par ces activités? Vous savez que, d'abord, je voudrais vous remercier au nom de la CPP pour nous avoir invités. Ça fait déjà longtemps. On avait décliné entre-temps. Et maintenant, on a accepté parce que nous avons des choses à faire entre-temps. La CPP, bien sûr qu'en 2019, nous avons tenu un congrès. Et vous avez suivi les difficultés de ce congrès après. Et en 2020, nous avons tenu un conseil national pour remettre les choses à l'ordre et pour remettre les choses sur le point. Et au cours de ce conseil, nous avons adopté un plan d'action d'urgence qui consiste tout simplement sur 3 axes principaux. Le renforcement des fédérations qui existent, la mise en place d'autres fédérations, le recrutement de jeunes et surtout la formation de ces jeunes. Voilà les 3 points essentiels de ce plan d'action d'urgence. Et c'est sur cette base que, depuis un certain temps, nous avons commencé par le renforcement des fédérations qui existent. Au lendemain des élections locales en 2019, nous n'avions que 10 fédérations. 10 fédérations qui battaient un peu de l'aile, mais il faut les restructurer. Et nous avons parcouru le territoire, pas tout le territoire, une partie du territoire. Et sur les 10 fédérations, nous sommes arrivés à restructurer, à renforcer au moins 7. Il reste celle de la partie septentrionale que nous allons couvrir pendant les vacances. Nous avons également mis en place d'autres fédérations comme celle d'Agoué tout récemment, le 26 mars dernier, bientôt celle du Golfe, et la restructuration de la fédération de Zio qui avait commencé, qui a été stoppée à un moment donné. Donc voilà, grosso modo, ce que nous faisons pour nous repositionner sur le territoire national, sur l'échiquier national, parce que un parti politique qui n'a pas de fédération solide, qui n'a pas de base solide, n'est plus un parti politique. Vous avez vu tout récemment les élections, vous avez suivi les élections en France, quand vous n'avez plus de militants, vous ne récoltez que 1%, 2%. Donc, voilà l'essentiel de ce que nous faisons actuellement. Mais nous ne le faisons pas avec des tambours, ni des flûtes, ni des gongons, mais nous le faisons tout juste dans le cadre du plan d'action que nous avons adopté le 21 novembre 2020. Alors, il se dit qu'en ce moment, les Togolais sont de moins en moins intéressés par la chose politique. Et quel accueil vous avez reçu sur le terrain? Est-ce que les militants sont enthousiastes ou bien... Nous avons été surpris partout où nous passons. Le problème se pose, c'est vrai, surtout avec ce qui s'est passé en 2020. D'abord depuis 2017, mais nous avons été surpris que les militants se réveillent. Ça dépend du message que vous leur apportez. Nous ne disons pas que nous allons transformer le Togo demain en un havre de prospérité et tout ça là. Nous leur disons ce que nous pensons depuis le début, la tolérance, le vivre ensemble, et comment faire pour que nous puissions ensemble sortir de cette situation d'aujourd'hui. Donc voilà ce que nous leur tenons comme message et comme langage. Nous ne leur proposons rien pour le moment. Nous ne voulons pas faire aussi de la propagande inutile pour la CPP. Non, nous savons que la CPP a connu des difficultés, mais nous leur tenons un langage de vérité et nous écoutent. Voilà.
Alors, dites-nous à présent, quelles sont vos priorités en ce moment, les priorités de la CPP dans les circonstances actuelles? Au jour d'aujourd'hui, je peux vous dire que la priorité des priorités, c'est le renforcement de nos fédérations. C'est pour cela, comme je l'ai dit, et la formation se fait bien sûr, mais nous le passons en troisième position. Comment aller maintenant dans le nord du pays, surtout pendant les vacances, parce que nous avons des militaires qui sont des enseignants. Il faut les laisser terminer les examens pour que nous puissions les avoir sous la main. Donc, voilà la priorité des priorités. Renforcer par le travail de terrain ce que nous avons, et même si nous avons la possibilité d'en créer d'autres. Voilà. Alors, les prochaines régionales se précisent avec tout récemment la mise en place de la nouvelle CENI. Êtes-vous satisfait de la composition de cette CENI-là? La CENI, la composition de la CENI, j'entends beaucoup de bruit. Mais soyons un peu sérieux entre nous. Cette composition a été adoptée lors de la concertation nationale entre acteurs politiques. Ceux qui étaient avaient adopté cette proposition. J'entends beaucoup de bruit. Moi, je ne fais pas la politique de l'Autriche. Je ne fais pas la politique de médias mensonges. Nous voulons être sincères entre nous. Il y a eu beaucoup de propositions, mais celle qui a été adoptée, le jour-là, c'est celle qui est là aujourd'hui. Pour la majorité, 7. Pour l'opposition, 7, dont 4 pour l'opposition parlementaire et 3 pour l'opposition extra-parlementaire, 2 pour la société civile, 1 pour l'administration. C'est ce que nous avons adopté. En attendant, certains ont proposé des séries techniques. Mais pour le moment, on fait le chemin vers là. Mais c'est ce qui a été adopté. Maintenant, j'ai toujours eu la conviction que si nous nous battons pour la CENI, est-ce que réellement c'est pour aller travailler ou bien c'est pour trouver des jobs? Excusez-moi le terme, je le dis avec conviction. À des gens. Ou bien c'est pour demander aux gens d'aller travailler pour l'opposition. Si nous voulons que les gens travaillent pour l'opposition, et comme les tests actuels le disent, ils ne représentent plus leur parti politique, mais ils représentent l'opposition dans son ensemble. Ceux qui sont dans le Parlement, l'opposition parlementaire, ils représentent l'opposition parlementaire. Ceux qui sont dans l'opposition extra-parlementaire, ils sont également représentants de l'opposition extra-parlementaire. Il ne faut pas que les gens disent autre chose aux gens. C'est ce qui a été adopté. Et c'est ce qu'on s'était dit. Et j'admire, c'est vrai que j'apprends beaucoup de choses. Au cours de cette séance qui a été très difficile le jour-là, il a été proposé que chaque entité envoie 2 noms. 2 noms. C'est-à-dire, si la majorité doit envoyer, c'est 7 noms. Si l'opposition parlementaire doit envoyer, c'est 8 noms. Si l'opposition extra-parlementaire doit envoyer, c'est 6 noms. Et de laisser la liberté au Parlement de faire le choix. Mais il y a tellement de bruit, des invectives, des colères. Adrien Belliquet, à côté de la CPP, n'a jamais choisi pour un parti politique. Mais je dis, je le répète, que ces membres de l'opposition extra-parlementaire, 2 de la CENI représentent l'opposition extra-parlementaire. Qui plaise ou n'en déplaise, ou qui plaise ou déplaise à certains, c'est ça ce que nous avons adopté. Bien. Alors, les résultats de pratiquement toutes les élections au Togo sont contestés. Alors, comment en finir avec ces contestations, les accusations de fraude? Le Togo, depuis 1991, où nous sommes rentrés dans le multipartisme, souffre de 4 péchés mignons. 4 péchés. Le mauvais choix des partis politiques de l'opposition, au moment des grands événements, l'incohérence même des choix des fois des partis politiques de l'opposition, et puis l'arrogance, l'hypocrisie et les dérives autoritaires de certains chefs de parti, certains leaders de parti, qui croient détenir le brevet de l'opposition et qui croient aussi le distribuer à ceux qu'ils veulent. Enfin, le clivage permanent entre les partis politiques de l'opposition et même le parti et entre le clivage permanent entre l'opposition et la majorité.
En un mois donné, il faut s'asseoir pour discuter. Donc, il y en a qui en ont fait un moyen de se dire nous sommes les plus forts. Mais si nous faisons une analyse approfondie depuis 1993, où nous avons eu la première élection multipartite, quels sont les résultats? Les bruits dans les rues, qu'est-ce qu'on n'a pas vu? Mais moi, je suis entièrement d'accord avec mon ami Fulbert Sassoon Atisso qui dit qu'il faut faire les états généraux de l'opposition. Qu'est-ce que nous avons vu? Qu'est-ce que nous avons vu? Nous sommes les plus forts. Et tout cela, mais nous en avons tellement vu. Mais revenons sur terre. Est-ce que ça a pu changer quelque chose? Pas du tout. Pas du tout. Est-ce que nous manquons de génie? Est-ce que nous manquons d'intelligence? Est-ce que nous manquons de clairvoyance pour ne pas prendre du recul par rapport à ce qui se passe? Mais il y a un événement qui s'est passé qui semble ne pas attirer l'attention des gens. C'est les élections du 22 février 2020. D'abord, cette élection a rebattu les cartes. Ça a démontré que le peuple est toujours souverain. Le peuple décide de là où il veut aller à un moment donné de l'histoire. Je me permets de faire un petit détour vers la France, puisque c'est la France que nous copions. Si vous avez vu comment Jean-Luc Mélenchon a fait sa campagne, personne ne s'attendait qu'il ne soit pas au deuxième tour. Tout le monde s'attendait qu'il soit au deuxième tour. Même si les statistiques ne le disent pas, tout le monde s'attendait. Mais il n'est pas été au deuxième tour. Parce que le peuple souverain a fait un choix à un moment donné. C'est la même chose partout. Nul n'est détenteur de la souveraineté de ce peuple. Et que quand il claque le doigt, tout le monde doit courir. Non! Le peuple choisit toujours, au moment venu, celui qui veut pour diriger le pays. Cela veut dire que si nous-mêmes, nous ne nous ressaisissons pas, et que nous pensons plutôt aux réponses électoralistes pour dire j'ai plus de députés, j'ai plus d'élus locaux, mais ça ne changera rien. Parce que nous sommes toujours dans ce processus électoraliste qui ne donne pas des résultats pour le changement. C'est ça. Bien. Et revenons au régional. Quelles sont les ambitions de la CPP pour ces régionales-là? Je sais que vous allez en parler. Vous savez, j'ai dit tout à l'heure que nous sommes dans 10 préfectures. Donc nous avons des fédérations. La 11e vient d'être née. Bon, nous irons, la 12e va naître aussi bientôt. Nous sommes en train de réfléchir parce que nous n'allons pas nous disperser. Nous n'avons pas les moyens nécessaires. Nous n'allons pas nous disperser. Nous irons là, nous allons positionner déjà là où nous savons que nous pouvons avoir 1 ou 2 conseillers. Heureusement qu'il y a de cela quelques mois, je crois, le Conseil des ministres a déterminé que c'est les préfectures qui sont les circonscriptions électorales. Maintenant, si c'est comme ça, nous avons 39 préfectures, nous choisirons là où nous pouvons engranger des résultats probants. Des résultats probants. Donc c'est ça notre ambition. Nous irons à ces élections, mais nous n'allons pas nous éparpiller partout. Partout. Voilà. Bien. Alors, vous êtes l'un des vice-présidents du CPC. À votre avis, pourquoi ce choix a-t-il été porté sur vous et comment l'avez-vous accueilli? Non, mais d'abord, moi j'étais même surpris dans la salle parce que en venant dans la salle le jour-là, je ne savais pas qu'on allait me proposer vice-président. Mais si vous lisez bien les conclusions de la CNAP, c'est une présidence rotative. C'est un mandat de 3 mois. Donc, d'ici fin juin maintenant, nous allons nous éclipser pour d'autres. Mais moi, j'étais surpris dans la salle. Je voyais sur mon portable, les gens me demandaient est-ce que vous voulez être président, vous voulez ceci. Les gens m'envoyaient des messages. Mais je n'ai même pas répondu. Je n'ai même pas eu le temps de répondre parce que j'étais pris dans quelque chose, je faisais. Et on dit, directement, on le propose en tant qu'opposition parlementaire. Et si vous avez bien vu
la configuration, il y a l'opposition parlementaire, l'opposition extra-parlementaire et les indépendants. Donc ça a été équilibré. Et c'est là où, je me souviens, c'est un chef de parti qui m'a proposé. Et les gens ont dit, ah, Belké à côté, on le connaît, on soutient. Et c'est comme ça que ça s'est passé. C'est comme ça que ça s'est passé. Je ne sais pas si ça a plu à tout le monde, mais on n'est pas là pour plaire à tout le monde. On est là pour faire un travail qui doit donner des résultats concrets. Voilà. Alors, comme vous l'avez dit tout à l'heure, le président du CPC est aussi un leader d'un parti de l'opposition. Et comment expliquez-vous le fait que la majorité, le parti majoritaire vous ait laissé les commandes de ce cadre-là? Eh bon, puisque nous avons dit que c'est rotatif, si vous vous souvenez très bien, à la CNAF, il y avait les deux grands partis, la majorité parlementaire et l'opposition parlementaire, représentée par Acholi Akel, le secrétaire exécutif, et Sénat Lépu, mes condoléances parce qu'il y a des personnes parlementaires aujourd'hui, Sénat Lépu qui avait présidé ces réunions. Maintenant, pour le CPC, on a voulu changer un tout petit peu, c'était tout. Alors, vous étiez déjà à la CNAP où un certain nombre de propositions avaient été faites. Alors, êtes-vous satisfait de leur mise en œuvre et qu'espérez-vous des discussions au sein du CPC? On ne peut pas être satisfait de ce que l'on a fait tant que tout n'a pas été réglé. Mais c'est un pas. C'est la première fois, même si les gens crient, les gens dénoncent, c'est la première fois que les Togolais entre eux-mêmes, sans bruit et sans des manifestations dans la rue, se sont retrouvés. Par la volonté des deux partis, majorité et opposition, ce que les gens ne savent pas, c'est que cette CNAP n'est pas née, n'est pas tombée du ciel. Des gens ont travaillé, aussi bien de la majorité que de l'opposition, pour que ce cadre puisse naître. On savait que ça ne pouvait pas, on ne peut pas tout régler. Mais le minimum, que ça soit fait. Au cours de cette CNAP, beaucoup disent CNAP aussi, nous sommes arrivés à 52 recommandations. Le code électoral, même si ce n'est pas encore à 100%, mais aujourd'hui a été revisité. Il faut bien lire le nouveau code. Le nouveau code. Deuxième élément, même sur l'appui de l'État aux partis et politiques de l'opposition, il y a eu des avancées. C'était 5% avant. Maintenant, on a dit, mais faisons un peu le proportionnel parce que les gens ne cotisent pas. Mais je ne crois pas que ce n'est pas une baguette magique qu'on peut résoudre tous les problèmes. Ce n'est pas des discussions régulières. J'ai eu une mauvaise interprétation de parce que j'ai été pendant longtemps un syndicaliste, donc je suis toujours enclin aux négociations. Quand je vais à ces histoires, je ne me dis jamais que je vais avoir les 100%. Mais jusqu'à quel niveau je ne vais pas descendre, ça je le sais. Donc, la CNAP a accouché de 52, on n'a pas pu terminer tous les points inscrits. Et pour ne pas laisser les choses comme ça, on a décidé ensemble de mettre en place le cadre permanent de concertation. Et ce n'est pas un cadre ad hoc, c'est un cadre permanent. Et nous nous sommes dit, aujourd'hui, il y a eu 21 partis politiques qui ont participé aux 3 dernières élections. Nous aurons des élections l'année prochaine, cette année ou l'année prochaine. Mais d'autres qui viendront vont intégrer le cadre. C'est ça ce que nous nous sommes dit. Donc, c'est un cadre permanent qui doit résoudre les problèmes jusqu'à ce qu'on trouve demain la bonne voie pour aller. Mais n'oublions pas qu'en démocratie, on ne trouvera jamais la bonne voie. Parce que si nous nous souvenons aux dernières élections des États-Unis, Trump a voulu faire un coup d'État. Ça, c'est clair. A voulu faire un coup d'État. C'est ça. Il y a un instant, vous parlez des incohérences au sein de l'opposition. Et une personnalité d'UNIR estime que l'opposition n'existe pratiquement plus au Togo et qu'elle n'est pas constructive. Alors, quelle est votre réaction à cette sentence et que doit faire l'opposition pour être plus crédible et se faire respecter? Non, j'ai une personnalité, il faut l'appeler par son nom. Le professeur Charles Kondi Agba, qui est un ami. L'opposition doit bien analyser ce que Charles Kondi Agba
dit. Est-ce que c'est un message clair pour l'opposition? Est-ce que c'est une moquerie? Moi, je me penche plutôt du premier sens. C'est un message clair. Parce que vous ne pouvez pas parler de démocratie et de parler de majorité et de ne pas avoir une opposition solide. Une opposition qui fait des propositions. C'est pourquoi il parle de constructive. Le tout n'est pas être dans la rue et contester tout ce qu'on fait. Est-ce que quelque chose a été fait de bon, qu'on peut améliorer? Ça, c'est une première remarque. Imaginez le débat entre Marine Le Pen et Macron la fois passée, dans le respect total. Et Macron l'a dit à la fin. Nous sommes divergents sur nos positions, mais nous avons fait des débats avec un respect mutuel. Mais cela n'a pas empêché Marine de critiquer son projet et l'autre de critiquer le projet de... C'est idée à idée. Donc, Charles Kondi Agba attire notre attention sur une chose. Ne tuons pas l'opposition par nos postures de certaines dérives, de certains qui croient détenir le label de l'opposition et qui croient que personne ne peut plus émerger. Non. Donc, moi, je prends plutôt le côté positif de ce que Charles Kondi Agba a dit. Je voudrais vous faire une confidence. Avant que M. Agba ne dise cela, certains partis de l'opposition se sont réunis à la fin du mois de mars dernier pour réfléchir, sans tambour, sans la presse, sans rien. C'était une retraite dans cette ville de Lomé. Il y en a qui n'ont pas voulu venir, il y en a qui ont accepté venir. Et on a eu à discuter. On se dit, il faut crever l'abcès. Mais ceux qui crient et qui disent tel n'est pas de l'opposition, tel n'est pas de l'opposition, est-ce qu'ils sont sains? Est-ce qu'ils sont blancs? Des fois, ils sont pires que ceux qui l'ont dépeint. Parce que tout le monde sait ce qui se passe en réalité. Nous savons tous qu'en politique, c'est des deals permanents. Mais cela n'empêche pas. On se dit certaines vérités. Je peux faire un choix hier et que je peux renoncer à ce choix aujourd'hui. Mais il faut bien suivre les débats chez les leaders politiques. Vous voyez le Kenya. Moi, j'ai été surpris. Moi, j'ai vécu au Kenya. J'ai vu comment l'animosité est de l'homme. Lorsque l'homme se fâche, j'ai vu. Mais je suis surpris aujourd'hui que c'est Kenyatta qui soutient Uhuru. Raila. Mais je dis Kenyatta Uhuru qui soutient Raila Ndiga. Donc, la politique se fait au jour le jour en tenant compte du contexte et de l'environnement. Le contexte dans lequel nous vivons aujourd'hui, si nous ne faisons pas attention, nous sommes en train de mourir à petit feu, c'est ce que rappelle Charles Kondi Agba. Yeah. Alors, dans un communiqué rendu public, la DMK déclare que 2 de ces réunions, notamment au siège de la CDPA, ont été empêchées par un détachement des forces anti-émeutes de la gendarmerie au cours du week-end pascal. Et le communiqué précise que les partis politiques et les associations qui sont regroupés au sein de la DMK sont légalement constitués. Alors, quelle est votre réaction face à cette situation? Tout homme politique et tout parti politique ne peut jamais accepter être empêché de tenir ces réunions. Ça, il faut être clair là-dessus. Mais qu'est-ce qui s'est réellement passé? J'ai lu aussi la réponse du ministre d'État envers la DMK. Où se trouve le problème? C'est aux amis de la DMK de réfléchir sur la chose. Vous savez, nous sommes sur un terrain politique et rien ne se donne sur un plateau d'or. Les petites failles sont toujours prises par l'adversaire. Ne cherchons pas à commettre ces petites failles. Nous sommes dans un régime d'information. Nous savons qu'il y a des préfets, des maires qui font du zèle pour ne pas comprendre. Nous sommes dans un régime d'information pour nos réunions. La DMK fait beaucoup d'activités à César. Maintenant, quelle est la réunion? Ça, je ne sais pas. J'ai lu les 2 choses. J'ai appelé un ami qui est de la DMK, qui me dit, c'est très difficile. Il n'a pas voulu me donner les vraies informations. Mais j'ai lu les deux communiqués. Ce que je souhaite, respectons les tests que nous nous sommes donnés. Que les tests soient bons ou mauvais aujourd'hui, c'est ça, les tests là qui régissent un peu les choses. Respectons-les. Et quand il sera
quand il aura agi, que ça n'est pas conforme à la loi, nous tous nous allons le dénoncer. Mais si les tests ne sont pas respectés, on veut aller toujours dans les bras de fer. Je ne crois pas que ce soit la bonne chose. Mais je ne sais pas si la DMK est entrée dans parce que quand j'ai lu la réponse du ministre, il dit que la DMK n'est enregistrée nulle part. Maintenant, faut-il formaliser la DMK? Point d'interrogation pour les amis de la DMK. Moi, je ne suis pas membre de la DMK. Faut-il la formaliser? Et si c'est maintenu, pourquoi c'est maintenu? Politiquement, nous le savons. Nous l'analysons aussi. Bon, donc, je pense que les deux camps, nous devons tous réfléchir pour trouver le moyen de nous exprimer à travers nos militants, de nous réunir et de faire en sorte que nos idées portent. Là où je ne suis pas d'accord, c'est qu'on ne peut pas envoyer des gendarmes bloquer l'entrée sans donner des explications aux premiers responsables. Il faut leur donner des explications. Voilà ce qu'on nous a dit. Voilà pourquoi on est venu ici. Mais sans explication, vous bloquez, alors là, je ne suis pas d'accord. Bien. Avant de poursuivre cet entretien, Hervé Essay nous rappelle certains des événements qui ont nourri l'actualité de cette semaine au Togo. Le Conseil des ministres délocalisé à Sinkassi a eu lieu ce jeudi en présence du chef de l'État Faure Gnassingbé. À l'ordre du jour de ce rendez-vous, le décret portant attribution, organisation et fonctionnement de l'unité de partenariat public-privé, l'examen du projet d'application de la loi relative à la police des étrangers en République togolaise, ainsi que le projet de décret fixant les conditions et les modalités de déchiffrement et le projet de construction de centres modernes de soins mère-enfant dans 5 régions sanitaires du Togo. Le Conseil a écouté par ailleurs 3 autres communications relatives à l'aménagement de la tarification de l'eau fournie par la TDE aux nouvelles dispositions du Fonds en faveur des zones à faible taux d'accès aux services financiers et à l'assainissement dans le secteur de la microfinance. Le gouvernement togolais et les enseignants de l'éducation se sont de nouveau retrouvés mardi à Lomé pour discuter. Le syndicat des enseignants au cours des discussions a demandé le report de l'application de l'arrêté du 15 avril 2022 relative aux indemnités des directeurs du préscolaire et du primaire public. Ce qui fut fait. On est venu également sur le problème de nos camarades du 7 et surtout ceux qui sont aujourd'hui incarcérés pour ce qu'on leur reproche avec les élèves. Là aussi, le ministre a dit que c'est problème de justice. Donc, la justice, en attendant que la justice fasse son cours pour les élèves, il prendra des dispositions à son niveau pour voir ce qu'on peut faire. Depuis hier vendredi, les détenus de tous les établissements pénitentiaires du pays ont commencé par recevoir les visites. Le 13 avril 2020, pour mémoire, ceci dans le cadre de la mise en œuvre des mesures préventives liées à la riposte contre la Covid-19 prise par le gouvernement, ne pouvaient pas recevoir des visites. Lutte contre la vie chère au Togo, les femmes pyramides étaient face à la presse mercredi à Lomé. Elles invitent le gouvernement à prendre des mesures pour faire face à la vie chère. Elles exigent également la satisfaction dans les plus brefs délais de cette revendication, notamment la suppression des prix au niveau des péages, l'électricité et le carburant. 2 réunions politiques de la dynamique Monseigneur Podro ont été empêchées samedi à Lomé par une horde de gendarmes. Face à cette situation qui devient répétitive, dans un communiqué rendu public, la DMK dit s'étonner et ne pas comprendre cet acharnement des autorités de fait à l'empêcher de se réunir avec ses militants. Elle condamne ces intimidations qui accentuent le recul des libertés fondamentales. Au Togo exige la fin des pratiques liberticides et antidémocratiques. Le Togo a pris part mercredi à une table ronde virtuelle en marge des réunions de printemps de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international. Au centre des discussions, la construction des systèmes de santé forts et résilients en Afrique de l'Ouest et du Centre. Occasion pour la chef du gouvernement de présenter les efforts du Togo dans le domaine de la santé. Victoire Tomega Dogbe. À ce jour, près de 1 200 000 personnes âgées de plus de 18 ans ont pu être vaccinées, soit un taux de couverture de 30%. C'est donc un peu moins de 3 millions de doses de vaccins qui ont été administrées, faisant ainsi du Togo le pays le plus vacciné de l'UEMOA. Nous avons pu tester ainsi notre résistance et notre réactivité. Nous voudrions proposer que les pays africains fournissent plus d'efforts pour soutenir des investissements durables en faveur de la mise en place de systèmes de santé solides et résilients, en garantissant l'engagement et la participation de la communauté. Le renforcement des capacités d'anticipation en intégrant la prévention des risques et la gestion des urgences sanitaires. Les parlementaires togolais étaient mercredi à l'école de l'évaluation
l'évaluation des politiques publiques. Une formation pour leur permettre de contrôler les actions du gouvernement, mais aussi leur impact sur la population. Bien. Je rappelle que notre invité ce matin est le président de Convergence patriotique panafricaine, Adrien Beleki Akoité. Alors, le Conseil des ministres de cette semaine s'est tenu à Saint-Cassé. Alors, comment trouvez-vous l'idée du gouvernement de tenir le Conseil des ministres dans les villes de l'intérieur du pays? D'abord, il faut voir les villes que l'on choisit. Et pourquoi est-ce qu'on choisit ces villes-là? Vous savez, depuis un certain temps, circulent des informations selon lesquelles les djihadistes, les terroristes veulent rentrer au pays. Et les poches d'entrée, c'est les villages environnants du Burkina et du Bénin. Donc, le gouvernement, pour donner confiance à cette population de ces coins, tient des conseils des ministres pour dire aux gens, nous sommes avec vous. Et c'est le rôle du gouvernement. Moi, je ne trouve pas d'inconvénient pour ces conseils des ministres qui se tiennent dans les villes, mais il faut que cela apporte un certain épanouissement à ces populations. Pourquoi est-ce que le terrorisme arrive dans certains pays? C'est parce que ces populations ne trouvent pas la vie sociale aussi facile. Donc le terrain est fertile pour qu'on leur propose autre chose. Donc si le gouvernement le fait et qu'en même temps, on fait des projets, je sais qu'il y a des projets purs, je sais qu'il y a d'autres projets également, pour ces populations, pour les sortir de cette précarité, je crois que c'est une bonne chose. Maintenant, c'est toujours les conséquences positives de ces conseils des ministres dans ces régions. Moi, je trouve que c'est une bonne chose pour d'abord mettre en confiance la population. L'État que nous représentons est avec vous, proche de vous. C'est pourquoi nous venons vous voir pour voir comment ça fait. Ne craignez rien, au moment opportun, nous serons toujours là. Et si vous avez vu, vous avez bien lu les choses, ils ont tenu un conseil des ministres et après, ils ont installé un parking. Ils ont posé la première pierre d'un parking des gros porteurs. Donc, un parking des gros porteurs, ça trouvera de l'emploi à certains. Pas à tout le monde, bien sûr, mais à certains. Et petit à petit, ça crée aussi une nouvelle dynamique. Donc, personnellement, je ne trouve pas d'inconvénient. Moi, j'irais même loin que nos fêtes nationales soient délocalisées, comme le font dans beaucoup de pays. Soient délocalisées. Lomé est la capitale, bien sûr, mais le Togo ne s'arrête pas à Lomé. Pourquoi ne pas aller fêter le 7 avril à Gando, comme le conseil des ministres qui s'est tenu? Pourquoi ne pas aller fêter le 7 avril à Danyiba? Donc, cela permet de dire que nous sommes dans ce pays et nous appartenons à ce pays. Voilà. Bien. Alors maintenant, nous allons aller du côté, disons pour la 3e semaine consécutive, le 7 a de nouveau lancé cette semaine un appel à la grève qui aurait encore une fois perturbé le secteur éducatif. On a signalé des élèves dans les rues, notamment à Takpamé. Alors, en tant qu'ancien leader syndicaliste dans une autre vie, alors dites-nous, quelle explication avez-vous à ces mouvements d'humeur récurrents dans ce secteur? Je vais être franc avec vous et je vais réagir en tant que syndicaliste. Toute grève n'a que deux conséquences. Nous crions, mais la grève n'a que deux conséquences. Ou cette grève vous renforce en tant que syndicat si vous gagnez la bataille, mais elle vous affaiblit totalement si vous perdez. Et les militants vont s'en prendre aux leaders. Je voudrais inviter mes jeunes frères syndicalistes à privilégier le dialogue et à respecter les textes qui se sont donnés eux-mêmes et que l'État leur a donnés. Parce que lorsque nous faisons toujours référence à la Convention 87 de l'OIT, nous oublions que la Convention 87 ne se limite pas à l'article 4, qui parle de la liberté syndicale, que le gouvernement n'a rien à foutre là-dedans. Mais il y a l'article 8 également qui dit que ce syndicat, tout ça doit se faire selon les lois du pays. Ah non, il faut aller chercher les lois, les lire, les comprendre avant de se lancer. Je voudrais dire aux amis que les grèves répétitives aboutissent rarement. Madame Thatcher
l'a fait en Angleterre, les dockers ont passé 8 mois. Il dit, continuez, je ne reviens pas en arrière. Et ça a affaibli le mouvement des dockers en Angleterre. Donc, je voudrais inviter les syndicats de l'éducation. J'ai vu qu'ils ont tenu une réunion dans la semaine même, de faire confiance à leurs camarades qui négocient. Peut-être que la négociation ne leur plaise pas, mais de leur faire confiance. Parce qu'il y a une porte de négociation. Et c'est que la porte était complètement fermée. Je dirais, non. Bon. Maintenant, dans la procédure de grève, c'est toujours à la fin des discussions. Et que lorsque vous n'arrivez pas à vous entendre, vous le faites constater par un procès verbal et vous déclenchez la grève. Mais si toutes ces procédures n'ont pas été respectées, vous ouvrez la porte à des comportements même de votre employeur qui ne vous permettent pas d'aller de l'avant. C'est toujours dit, la grève est toujours relative au non-aboutissement des discussions. C'est pourquoi les conventions le disent, la convention 98, la convention 144, il faut toujours discuter d'abord. Je voudrais inviter nos amis du 7 à privilégier la porte du dialogue. Je sais que la porte leur est fermée. Mais justement, c'est ce que j'allais vous dire. Je sais que la porte leur est fermée. Pourquoi la porte leur est fermée? Il faut qu'ils réfléchissent à ça. Et s'ils veulent corriger cela et se mettre dans les rangs. Parce qu'aujourd'hui, je pense, en voyant comment les choses se passent, que les vrais militants du 7, ce n'est pas eux qui s'expriment, c'est les sympathisants. Est-ce que c'est leurs militants, leurs adhérents? Je ne crois pas. Parce qu'on parle de sous, tout le monde veut y aller. Non, mais c'est dangereux même pour le syndicat. Puisque aujourd'hui, les gens lisent les documents. Il y a le statut général de la fonction publique, et il y a tout ce qui se passe, tous les statuts particuliers de tout ça là. Il faut relire tous ces textes, se mettre en règle, parce que ce qu'on leur reproche, c'est qu'ils ne sont pas en règle. Qu'est-ce qu'il faut faire? Dans mon patois, je peux me permettre, il faut se mettre en règle. Maintenant, si en déposant leurs tests, leurs documents, et qu'on refuse leur ouverture sur le terrain, là, on se dira non. Mais justement, ce débat sur la légalité ou non du 7, quel est votre avis par rapport à ça? Parce qu'ils disent avoir déposé leurs documents suivant un test qui existe, suivant le test qui existait avant le nouveau code qui a été adopté récemment et qui impose que les dossiers soient déposés. Moi, je me souviens très bien que le test a été d'abord déposé au ministère de l'Administration. Non, même s'ils ont corrigé, non. À partir de cet instant, je crois qu'eux-mêmes, ils ont ouvert la porte. Cela veut dire qu'ils n'ont pas lu tous les documents avant d'y aller. Ils étaient restés dans l'ancien code, dans l'ancien statut. Je ne voudrais pas aller dans ce débat à fond, parce que je sais qu'il y a une porte qui n'est pas fermée, la porte de discussion avec les syndicats de l'enseignement, de l'éducation, qui continue. Tout ce que je peux leur demander, c'est de tout faire pour respecter certaines choses et aller. Et de ne pas se fier aux grèves répétitives. Nous avons fait une grève générale et limitée. Nous savons comment ça s'est terminé. On ne l'a pas levé jusqu'au on l'a suspendu. Nous avons fait une grève générale limitée. Quand la grève devient trop répétitive, ça perd de son ampleur. Parce qu'une grève de 48 heures secoue l'employeur qu'une grève de 3 jours, 4 jours, 5 jours. Même une grève d'1 heure de temps, vous choisissez le bon moment pour rentrer en grève, je vous assure que l'employeur est secoué. Mais quand la grève est répétitive, on dira, bon, continuez, on va voir. Ça devient un bras de fer. Et vous perdez aussi le moment de discuter, de faire. Je comprends que nos amis du 7 ont la porte fermée parce qu'ils ne sont pas dans le groupe qui négocie. Dans tous les pays au monde, on peut transmettre. Tout à l'heure, j'ai écouté mon ami Moussime qui dit qu'ils ont parlé de leurs camarades qui ont été incarcérés. Ils ont parlé de leurs camarades du 7 aussi. Je pense qu'en travaillant en commun avec ses amis, ses camarades,
ils trouveront une bonne solution. Je ne crois pas que en cherchant à se passer pour je suis le plus fort, comme ça se passe sur le terrain politique, ils trouveraient gain de cause. Je les invite, avec ma petite expérience, de tout faire pour éviter ces grèves répétitives, parce que le syndicat peut en recevoir des coups. Et je vois que l'employeur est en train de les pousser vers là. Il ne faut pas qu'ils tombent dans ce jeu. Alors, le gouvernement a tenu, comme tout à l'heure vous l'avez dit, une nouvelle réunion avec les syndicats ayant signé le mémorandum d'entente cette semaine. Et nous allons réécouter justement le secrétaire général de la FESEN qui nous dit un peu ce qui s'est passé au cours de cette réunion. Des travailleurs, eux aussi, ils ont leur plateforme. Je ne peux pas leur refuser de déposer leur plateforme revendicative. Beaucoup l'ont fait par le passé. Qu'est-ce qui explique la multiplicité même des syndicats qui justifie aujourd'hui? C'est parce que les gens n'ont pas confiance en les uns les autres. C'est une crise de confiance. Tout comme nous aussi, nous avons au niveau de ceux qui nous gèrent aujourd'hui, entre ce que les gens disent et les actes, il n'y a pas concordance. Et donc, lorsque nous allons créer nos syndicats, peut-être eux, ils vont mieux traduire par rapport aux 3 points nous les avons déroulés. Et il y avait un point qui concernait l'harmonisation des indemnités de fonction des directeurs. À ça aussi, on a fait bloc pour dire non, ça ne peut pas se faire aujourd'hui dans la mesure où, d'abord, c'est une vie très chère que nous vivons aujourd'hui au Togo. Par rapport à ça, quelqu'un qui a 18 000, vous voulez le ramener à 12 000 et vous voulez que le travail puisse aller, c'est encore mettre de l'essence sur ce qui se passe. Après tous les commentaires, etc., le ministre a accepté qu'ils vont d'abord reporter peut-être l'application de ce nouvel arrêté et il va falloir que nous puissions aller sur le terrain expliquer les raisons qui motivent l'apparition d'un tel arrêté. Lorsque le technicien de directeur des ressources humaines a expliqué avec les différents ratios, nous aussi nous avons compris que, attention, il y a des choses qui ne clochent pas. Il y a même des fraudes par endroit où le nombre d'enseignants volontaires qui a été toujours cité, juste sur le terrain, les gens n'existent pas. On est allé même jusqu'à dénombrer 1111 enseignants fictifs. Bien, tout à l'heure vous parlez de crise de confiance. Voilà, c'est M. Roussime aussi parle de crise de confiance. Alors, bon, je voudrais vous poser cette question. Avec votre expérience de syndicaliste, le gouvernement n'a-t-il pas intérêt à avoir en face de lui des syndicats forts mais responsables plutôt que des syndicats faibles et qui n'inspirent pas confiance en leur base? Un syndicat fort, c'est quoi? Moi, je ne sais jamais de le dire. Mais quand nous prenons le nouveau code du travail, je pense que le gouvernement est en train d'aller vers là. D'abord, les élections sociales pour déterminer la représentativité de chaque syndicat. Ça, c'est 1. 2, les subventions. Avant d'avoir ces subventions, il faut avoir des projets et des programmes. 3, rendre compte de tout ce que vous avez fait avec l'argent de l'État. Si ces 3 choses se font avec beaucoup de fermeté, je pense qu'on aura des syndicats forts. Parce que la formation des responsables syndicaux et des syndiqués est très importante même pour la vie du syndicat et pour la vie du pays et pour la vie de l'entreprise. Parce qu'un syndicaliste qui n'est pas formé est dangereux toujours pour la société. 2, inviter les syndicats à devenir des syndicats professionnels. Aujourd'hui, ce que nous voyons, ce n'est pas des syndicats professionnels. Moi, je ne vois pas... Nous avons vu la Covid passer. Dites-moi, le patronat a fait des études. Est-ce que les syndicats se sont réunis pour faire des études sur les conséquences d'après Covid? Sur les travailleurs, sur les emplois? Non. Non. Donc, la multiplicité des syndicats, quand mon ami Roussime parle d'indemnité de fonction, parle de multiplicité des syndicats, qu'il y a des fraudes même, mais à partir du moment où vous-même vous ouvrez la porte, les gens vont rentrer dedans. Et à des moments, disait, le sorcier du dehors ne peut jamais rentrer chez toi s'il n'y a pas un sachet chez toi. Donc, c'est nous-mêmes qui créons les conditions de ce que nous vivons aujourd'hui. C'est nous-mêmes qui créons ces conditions. Et ce que moi, je regrette, c'est que les gens croient que devenir syndicaliste, c'est une porte également d'accéder à certaines fonctions. Non, non, non. Vous êtes syndicaliste, responsable syndical pour défendre vos collègues, pour défendre vos militants. Vous pouvez même vous sacrifier pour eux. Il y a des syndiqués, il
il y a des responsables syndicaux qui n'ont jamais été avancés à cause de leur lutte. Par contre, leurs militants avancent. Donc, il faudra qu'on revienne au b.a.-ba du syndicalisme. Il faudra qu'on revienne au b.a.-ba du syndicalisme. Tout à l'heure, M. Moussime dit qu'ils ont tout fait pour arrêter l'application de l'arrêté sur les indemnités. C'est parce qu'ils ont eu à discuter. Ils ont produit des éléments qui puissent convaincre l'employeur. Donc, je pense sincèrement que dans toute négociation, il faut toujours une étude. Moi, quand j'étais encore sur le terrain, si vous demandez à mes collègues, je demande toujours une étude. Et c'est grâce à cette étude-là que je pose mes revendications. Quand on était même dans l'intersyndicale des travailleurs du Togo, je viens toujours avec une étude. Mais aujourd'hui, tout ça là a disparu. Tout ça là a disparu. Donc, si les gens multiplient le nombre des enseignants vacataires, volontaires plutôt, pour pouvoir gagner de l'argent, où est le sérieux? Où est le sérieux? Donc, il faut des syndicats forts. Et ça, je ne cesse jamais de le répéter aux amis du gouvernement. Si vous n'avez pas un syndicat fort en face de vous, vous aurez les conséquences de la pagaille. Parce que tout le monde peut devenir responsable syndicat pour dire, moi je peux vous apporter ceci. Quand je prends les revendications de cela, 8 ans, 9 ans d'une fédération, et j'ai dit, mais est-ce que c'est pour discuter ou bien c'est pour c'est apprendre ou à laisser? Et quand il m'a dit c'est apprendre ou à laisser, j'ai dit, vous êtes foutus. Parce qu'il y a toujours une technique de négociation. Une technique de négociation, lorsque vous demandez, vous savez très bien que l'autre aussi fera des propositions. Mais si c'est apprendre ou à laisser, comme nous le faisons sur le plan politique aujourd'hui, non mais c'est nous qui perdons. Donc il faut avoir la technique de négociation. Ça s'apprend dans les formations syndicales. Si nous ne le faisons pas, c'est que nous ne faisons plus du syndicalisme. Je le disais à l'un des responsables de la synergie, il dit, mais les cercles d'études, les formations modulaires, tout ça là, pourquoi vous n'en faites plus? Il m'a dit, les gens ne veulent plus. Je dis non. Est-ce que vous avez besoin de 3 jours? Vous pouvez prendre 2 heures de temps pour un sous-thème. Oui, dites-moi, M. Akwete, à qui attribuer la responsabilité de la création sans cesse de nouveaux syndicats d'enseignants qui viennent remettre en cause les accords? C'est parce que tout simplement, la Convention 87 dit la liberté syndicale est là. Mais ce n'est pas un libertinage. C'est à nous de le comprendre. La Convention 87, en son article 4, dit la liberté syndicale. D'accord. Mais la liberté syndicale a ses limites. A ses limites. C'est tout. C'est tout le problème. Et comme je viens de le dire, il y en a qui croient qu'en devenant syndicaliste, en un état dur envers l'employeur, on peut y gagner quelque chose. C'est faux. L'employeur, quand il sera fatigué, il vous dira, merde, continuez votre grève. Et comme je viens de le dire également, il y a des choses qui se passent. Et qu'il fasse très attention. Mes amis du 7, moi je les invite. Je ne suis pas contre ce qu'ils sont en train de faire. Mais je les invite à ne pas tomber dans cette succession de grèves qui va les affaiblir plus tard. Maintenant, ils ont leurs amis qui sont déposés en prison. Qu'est-ce qu'ils doivent faire maintenant pour... Ça se négocie toujours. Yeah. Vous savez, je vais vous dire une chose. Lorsqu'on était à la CNAP, on avait négocié la libération des jeunes des manifestations politiques et publiques à l'époque. Vous savez qu'ils ont été libérés sans crier sur tous les toits. Et je vous le dis, je suis allé prendre un d'entre eux à sa sortie de prison. Il m'a dit, c'est une expérience que je viens de faire. J'ai passé 3 ans. Vous savez qu'ils ont été libérés, que personne ne vient nous dire le contraire. Ils ont été libérés. Ceux qui ont fait des manifestations, on continue les discussions pour que d'autres soient aussi libérés. Notre invité de ce samedi, le président de Convergence patriotique panafricaine, Adrien Beleki Akwete. Question maintenant à l'homme politique. Je laisse le syndicaliste de côté. Alors, si la CPP était au pouvoir, qu'aurait-elle fait pour en finir durablement ou à tout le moins réduire les perturbations récurrentes dans le secteur de l'éducation? Vous parlez maintenant à un homme politique. Voilà. C'est toujours la discussion. Il y a un cadre de discussion au Togo qui a été mis en place selon le Code du travail, c'est le Conseil national du dialogue social.
Et il y a aussi des discussions bilatérales. Il faut privilégier les discussions. Maintenant, faire ce que l'État peut faire, parce que ce que nous avons constaté, sincèrement, je vous le dis, en 2019, nous avons fait une tournée. Je n'étais pas encore dans le parti, nous avons fait une tournée et nous avons compris, beaucoup de gens ne comprennent pas ce qu'on appelle un budget. Est-ce que c'est de leur faute? Je ne sais pas. Pour certains, quand on dit un budget de 1000 milliards, c'est qu'il y a de l'argent quelque part. Or, c'est une prévision. Donc, quand le budget, on parle de budget, pour certains, il y a de l'argent à distribuer. Mais il a fallu du temps pour expliquer aux gens que, attention, un budget n'est pas de l'argent emmagasiné dans un coin quelque part. C'est de l'argent qui rentre presque tous les mois. Et c'est sur cette base-là qu'on fait le budget. Il peut arriver même que le budget ne soit pas réaliste des fois. Pourquoi? Parce que je prends l'exemple de 2008 où on n'a pas prévu des inondations et il y a eu des inondations. Donc, les lignes budgétaires ont bougé rapidement pour répondre. En 2020, on n'a pas prévu de la pandémie. La pandémie est arrivée. Donc, les choses vont encore bouger. Donc, il arrive des fois que les choix des dirigeants politiques au moment de l'État, les choix se font selon le contexte. Donc, un budget n'est pas de l'argent emmagasiné quelque part, mais un budget, c'est quelque chose qui flotte et qu'il faut tenir compte de ces réalités. Peut-être qu'on a prévu des impôts, mais il y a des impôts qui ne sont pas rentrés parce que la pandémie a fait qu'on a fermé l'aéroport, on a fermé le port, on a fermé tout ça là. Mais alors qu'on avait fait le budget sur ça. Donc, je pense que le gouvernement a intérêt aujourd'hui, si la CPP est au pouvoir, la première des choses à faire, c'est de communiquer sur certaines choses. Quels sont les grands projets que le gouvernement met en place? Ils ont commencé par en parler. On a parlé de la feuille de route gouvernementale. Il faut aller sur le site pour aller chercher tout ça là et comprendre. Il y a 42 projets. C'est vrai. Mais est-ce que tout le monde lit tout ça là? Il serait bon que les acteurs sociaux, que sont les organisations des employeurs, comme les organisations des employeurs, soient informés et initiés à ce langage-là. Sinon, il y aura toujours des perturbations, parce qu'ils ne comprennent pas. On ne leur demande pas de ne pas faire leur travail. Dans les pays scandinaves, pour faire un budget, les syndicats sont toujours présents. Dans tous les départements ministériels. C'est pour cela que vous ne verrez jamais de ces problèmes. Tout est réglé à l'amont. Tout est réglé en amont. Les syndicats sont là dans les départements ministériels pour discuter. Voilà ce dont nous avons besoin, voilà ce dont nous avons besoin, voilà ce que nous voulons qu'on nous fasse. Bon, ce qu'on peut faire, et tout est adopté, et le budget est voté. Bon, et tout est... S'il y a des problèmes, on se rassoit pour discuter. Donc, si la CPP vient au pouvoir, c'est la première des choses, parce que nous sommes un parti social-démocrate. Nous pensons d'abord aux travailleurs, à l'homme qui doit être au centre du développement, avant toute chose. Donc, si la CPP, par les élections demain, en 2025, si je suis candidat à voter pour moi, il faut que nous puissions faire ce travail-là, ensemble. Okay. Maintenant, nous allons parler de la vie chère. La vie chère est un véritable sujet de préoccupation aujourd'hui. Pour soulager la population, le gouvernement a décidé de suspendre la taxe sur les véhicules à moteur pour les véhicules de transport à usage commercial. Alors, comment avez-vous trouvé cette mesure? La vie chère, c'est un phénomène qui est arrivé, mais qui date de longtemps. Ça s'est beaucoup accentué. C'est une réalité. D'ailleurs, au niveau de la Sénap à l'époque, certains, comme la CPP, ont commencé par en parler, que disant attention, tout peut arriver à tout moment. On ne savait même pas qu'il y aurait cette pandémie. Oui, je me souviens, oui, il y avait déjà la pandémie qui a commencé, mais on ne savait pas que ça allait durer. Donc la vie chère est une réalité dans notre pays, dans beaucoup de pays d'ailleurs. Mais ce n'est pas une affaire de la CPP, de ce parti, des femmes pyramides ou le gouvernement tout seul. Nous devons trouver une solution. C'est une solution qui interpelle aussi bien les acteurs politiques, les acteurs sociaux et la société civile, les associations. Il faut qu'on en discute. Aucune entité
qu'elle soit politique ou sociale, ne peut y trouver solution. La CPP n'est pas dans l'esprit de faire des propositions tout juste pour attirer des gens, alors que nous sommes dans le désespoir total. Je pense qu'il est temps. J'ai écouté ce que les femmes de Pyramide ont dit, de porter le noir, tout ça là, c'est vrai, c'est leur choix. Mais parce qu'aujourd'hui, vivre avec 2 repas par jour devient difficile. Et si vous sortez, les parents commencent par démissionner dans l'éducation de leurs enfants. Vous allez voir des enfants de 8 ans, 9 ans qui sont en train de nettoyer des voitures partout dans la ville aujourd'hui. C'est des dangers pour la société. Donc la vie chère est une interpellation pour la société. Ce n'est pas la première fois. Moi, je me souviens qu'en 1977, c'est de là qu'est venu Tokinabu, tout ça. En 1977, on a eu la même chose, autant de soudure. Les gens ont dû acheter des Tokinabu pour pouvoir satisfaire à leurs besoins premiers que de se nourrir. Donc, je pense qu'il faut réfléchir. Nous n'avons pas une baguette magique. Est-ce que la suspension de la TVM pour ces véhicules, est-ce que ça suffit pour atténuer? Moi, je ne crois pas que ça suffit. Non. Parce que, vous voyez, le pétrole a augmenté de 90 francs. C'était 505. Aujourd'hui, c'est 795. Quand vous sortez 10 000 francs, avant 10 000 francs, avant l'augmentation, en 705, vous arrivez jusqu'à 22 litres. Après, c'est réduit à 19 litres. Aujourd'hui, c'est à 16 litres. À 16 litres. Donc, ça réduit certaines choses. Donc, la taxe sur les véhicules à moteur ne suffit pas. Donc, il faut réfléchir maintenant ensemble. Faire des propositions parce que les denrées de première... La taxe sur les véhicules, c'est vrai que c'est pour les passagers, tout ça là. Mais les denrées de première nécessité, il faut réfléchir pour voir comment on peut les subventionner pour amoindrir le choc. C'est ça. Voilà. Alors, la vie chère était le principal sujet à l'ordre du jour d'une conférence de presse animée cette semaine par les femmes pyramides, justement, que vous évoquiez tout à l'heure. Voici avec MFA Eklou, l'une des responsables de ce regroupement, leur proposition pour aider les Togolais à tenir le coup. Nous avons formulé 7 revendications. La première est la suppression des prix qui ont augmenté sur le péage, l'électricité et puis l'essence. Parce que toutes ces choses ont une certaine répercussion sur le panier de la ménagère, qu'on le veuille ou non. La deuxième, c'est la dépression fiscale. La vie est déjà chère, les choses sont déjà chères. Les agents de tickets ne font pas bon ménage à nos femmes qui sont au marché. Donc nous voulons qu'ils diminuent le prix des tickets et arrêtent également l'harcèlement de ces femmes-là dans le marché. Nous avons également demandé des mesures urgentes pour les couches vulnérables et surtout pour les femmes. Parce que les femmes sont celles qui paient le plus lourd tribut aujourd'hui. Les retraités, les malades, ceux qui n'ont pas de soutien meurent et sont laissés pour leur compte. Donc nous voulons des mesures urgentes en tant que des enfants togolais qui puissent bénéficier de quelque chose de l'État et diront un jour que oui, j'ai mangé le produit ou bien les richesses du pays. Nous voulons également que l'harcèlement des forces de l'ordre s'arrête au Togo. Nous sommes dans un pays démocratique. Nous sommes libres de parole, nous sommes libres de penser, nous sommes libres d'opinion. Donc que les forces de l'ordre arrêtent leur barbarie sur le peuple togolais. Nous voulons également la libération des prisonniers politiques et surtout la prisonnière politique Leila. C'est une maman qui a été arrachée à son bébé de 9 mois. Nous voulons que ces prisonniers politiques, surtout cette maman, soient libérés parce que les prisonniers politiques, ils sont là-bas, mais c'est toute une famille qui souffre. Question santé. Nous voulons des mesures d'urgence pour garantir un minimum de soins pour les Togolais. Tu fais un accident aujourd'hui, on t'amène à Togo, tu n'as pas d'argent, tu meurs. D'ailleurs, même les conditions dans lesquelles sont nos hôpitaux. Donc, on voudrait qu'en tant que Togolais, lorsqu'on va à l'hôpital, que les premiers soins soient au moins gratuits, garantis. Voilà donc les propositions des femmes pyramides. Je ne sais pas comment vous les trouvez. Et si vous aviez des choses. Non, j'adhère complètement à ces propositions. Je les ai lues, j'adhère complètement à ces propositions. Mais il peut y avoir d'autres propositions. Lorsqu'on parle, par exemple, de la dépression fiscale, bien sûr. Vous avez vu comment on dit à l'aéroport, maintenant vous venez, si vous avez un second téléphone, vous devez payer tout ça là. Mais est-ce qu'on veut fuir les Togolais quand ils veulent rentrer chez eux? Il faut qu'on réfléchisse. L'OTR doit réfléchir. Je sais que l'OTR veut faire beaucoup de moyens pour l'État. D'accord. Mais ce n'est pas en pressant les autochtones. 2. Les mesures urgentes pour les femmes, pour les déshérités, tout ça là. Je vous ai parlé tout à l'heure des jeunes enfants qui sont au bord des routes. Les parents ont démissionné parce qu'ils ne trouvent pas à donner à leurs enfants. Est-ce qu'on est en train de former les brigands de demain? Et si vous voyez un tout petit peu, il y a le braquage, tout ça là, les braquages qui ont commencé par augmenter. Donc,
il y a des problèmes sérieux. Et ces problèmes, comme je l'ai dit, ce n'est pas seulement un groupement, tout ça. Ça doit être une réflexion de tous les acteurs de la société pour trouver des solutions. Et savoir qu'on peut arriver des fois à faire des sacrifices pour le bien de ce peuple-là. Alors, nous allons passer maintenant à la levée de la suspension des visites aux prisonniers. Après plus de 2 ans de suspension, donc, le ministre de la Justice et de la Législation autorise les visites aux pensionnaires des différentes maisons d'arrêt du Togo. Alors, cette mesure est entrée en vigueur depuis hier et parmi les associations qui réclamaient la levée de cette suspension, il y a l'ASVITO dont le président Kao Achole s'est réjoui de cette mesure. Nous l'écoutons. C'est un sentiment de soulagement pour les nombreuses familles des détenus. Ça nous permet de reprendre les activités de monitoring des lieux de privation de liberté. Toutefois, les conditions qui ont été imposées, le pass sanitaire et le test PCR, beaucoup de personnes ne pourront pas remplir ces conditions. C'est seulement 3 jours par semaine. Cette mesure peut causer beaucoup de préjudice pour ceux qui sont malades et qui ont besoin des produits pour être guéris. Alors, c'était depuis le 13 avril 2020 qu'il n'était plus possible de rendre visite aux prisonniers. Alors aujourd'hui, maintenant c'est possible de le faire. Et quel commentaire? La CPP a accueilli avec beaucoup de joie. C'est un ouf de soulagement, d'abord pour les parents de ces prisonniers. Parce que, comme je vous l'avais dit tout à l'heure, lorsqu'on a libéré ces jeunes, des manifestants de rue, tout ça là, on a libéré. Et je suis parti le chercher avec un ami. Je t'ai dit, il voit ses anciens amis, tout ça. Donc, même si vous êtes en prison, c'est une privation de liberté. Si vous êtes en prison et que vous arrivez à discuter avec vos amis, vous arrivez à voir vos parents, vous arrivez à voir vos enfants. Mais les femmes Piradi m'ont fait allusion à la femme Leila, qui est une maman qui a un bébé. Je sais tout simplement que c'est un peu difficile pour tout le monde. Et qu'on lui amène son enfant. Vous imaginez la joie de cet enfant et la joie de la maman également. Même si la séparation après va être très difficile, au moins on leur donne l'occasion de se retrouver. Donc nous saluons avec beaucoup de joie cette mesure prise par le ministère de la Justice. Maintenant, il faut qu'on réfléchisse pour voir comment décongestionner nos prisons. Comment décongestionner nos prisons? Voilà la question que nous devons nous poser. Est-ce qu'on a besoin d'aller en prison à tout va? À toute chose, il faut aller en prison. Nous devons réfléchir ensemble. Et je pense qu'il est temps qu'on commence par poser ces problèmes pour que nous puissions faire des propositions également. Nous allons faire des propositions également pour qu'il y ait des fois on dit... Dans le droit, on parle des activités sociales pour celui qui doit aller en prison. Enfin, il y a plusieurs moyens aujourd'hui pour pouvoir priver quelqu'un de sa liberté totale et que demain, nos prisons ne se rigorgent pas tellement d'hommes. Voilà. Alors, sport à présent, éliminatoire de la CAN 2023. Le Togo se retrouve dans la poule B en compagnie du Burkina Faso, du Cap-Vert et des Swatini. Alors, comment trouvez-vous la poule du Togo qui a déjà raté 2 CAN successives? Tout ce que je voudrais dire, rien n'est impossible aux éperviers. Mais tout dépend. Tout dépend de l'équipe, de celui qui va diriger l'équipe, de l'État, des moyens que l'État mettra à la disposition de cette équipe pour leur préparation. Parce que ce que nous oublions, j'ai vu que le ministre actuel veut tendre vers maintenant à la professionnalisation du football, du sport au Togo. Le sport est devenu un moyen d'épanouissement de la jeunesse. Et tout le monde veut copier Adebayor, veut copier Djené, veut copier Alexis Oumao. Tous les jeunes veulent le faire. Vous savez qu'au Togo, il y a des gens qui ont ouvert des écoles de formation de ces jeunes pour les vendre, comme certains l'ont fait dans ce pays. Le sport doit servir à l'épanouissement de la jeunesse. Quand j'étais président de la Ligue togolaise de basketball, j'avais insisté là-dessus. L'Omé Golf plutôt, j'avais insisté là-dessus.
Ne prenons pas comme nos parents l'ont fait à l'époque. Lorsque vous allez jouer, on dit que vous êtes bandit, il faut aller étudier. Aujourd'hui, ce n'est plus une affaire de bandit, c'est une affaire d'épanouissement. Donc le gouvernement, comme beaucoup de pays le font déjà, doivent s'impliquer. Le gouvernement doit s'impliquer dans les sports. Et non pas seulement le football. Il y a plein de talents dans le basket, dans le volley, dans l'athlétisme. Vous savez, dans les années 70, 75, nous qui avons vécu certaines choses, lorsque le Togo veut jouer contre le Burkina, le Togo ne se prépare même pas. Lorsque le Togo veut jouer avec le Bénin, le Togo ne se prépare même pas. Le Togo veut jouer avec le Niger. Le Togo avait peur, tout simplement, de la Guinée, du Ghana, du Nigeria, du Sénégal et du Mali. Mais les autres pays, le Togo s'en fichait. Mais aujourd'hui, tous ces pays ont évolué. Le Togo joue avec le Burkina aujourd'hui, il faut se lever très tôt. Il faut se préparer. Donc, il y a une certaine évolution. Avec le Gabon, il y a une certaine évolution. Évolution dans le sport. Il faudra que le Togo, à travers le ministère de la Jeunesse et des Sports, fasse tout pour donner de l'espoir aux jeunes dans le football, dans le basketball, et que notre poule ne soit pas une poule qui nous fait peur. Voilà. Non, qui nous fait peur. Il faut mettre les moyens à la disposition de ces jeunes, parce que les jeunes, ils ne blaguent plus aujourd'hui. Vous ne voulez pas payer, ils ne viennent pas jouer. On critiquait Adebayo à l'époque. Moi, je riais. C'est son job. Et il va s'arrêter peut-être à 35, 36 ans. Il y en a qui vont jusqu'à 37 ans maintenant. Mais après ça, il va vivre toute sa vie. Voilà. Avec quoi? Avec quoi? Donc, il faudra y penser et qu'on sache que le football, le sport doit devenir un sport professionnel. Voilà. Vous l'avez dit tout à l'heure, vous étiez donc le président de la Ligue de basket de l'Ouest-Golf. Voilà. Comment se portent aujourd'hui les sports de main au Togo après cette longue période marquée par la Covid-19? Nos clubs sont-ils encore compétitifs? Très mal. Ils se portent très mal. Les clubs se portent très mal. Bon, quand moi j'étais président, j'étais d'abord président de Racine Club et de la Ligue. Ah, mais je sais ce que j'ai enduré avec César Javon. Il faut trouver des moyens pour soutenir les jeunes. Et tous les présidents sont logés à la même enseigne. Il n'y a pas de résidus qui viennent. Non. Il n'y a pas de subsides qui viennent. Non. Donc, c'est pourquoi je dis, il faut que le sport soit attrayant. Parce que si ce n'est pas attrayant, les gens ne viendront pas au stade pour voir. Ils veulent voir du spectacle. Oui. Ils veulent voir du spectacle. Les gens veulent voir du spectacle. Regardez ce qui se passe avec le Paris Saint-Germain aujourd'hui. Les gens vont au stade, mais n'applaudissent plus. Parce qu'ils boudent l'équipe à cause de leur échec à la Coupe d'Europe. À la Ligue des Champions. À la Ligue des Champions. Donc, il faudra que le sport soit attrayant. De deux, qu'on sache que ceux qui veulent s'adonner à ce sport ont aussi une vie à faire. Ils n'ont pas besoin d'aller toujours dans un bureau, tout ça là. Ils peuvent s'occuper du sport et vivre leur vie. À partir de cet instant, on crée une nouvelle dynamique pour faire développer le sport dans notre pays. Bien. Un mot de l'actualité internationale à présent, mais avant de vous poser la première question, je vous convie à suivre ce rappel de quelques événements de la semaine avec Anani Vidjirakou. Le président ivoirien Alassane Ouattara a reconduit le Premier ministre Patrick Hachi mercredi dans ses fonctions une semaine après la démission du gouvernement. Patrick Hachi, avec cette nouvelle confiance, a formé son nouveau gouvernement et a tenu le tout premier conseil des ministres jeudi. Toujours en Côte d'Ivoire, l'actuel gouverneur de la BCEAO, Thiemoko Mielit Kone, a été nommé mercredi au poste de vice-président par Alassane Ouattara, un poste qui était vacant depuis 2020. Le Premier ministre malien Choguel Maïga a dévoilé jeudi devant le Conseil de la transition le menu du chronogramme de la transition qui doit aboutir aux élections dans le pays. Il a annoncé une transition de 24 mois à compter de la semaine prochaine. Choguel Maïga. Dans les 8 premiers mois, si la loi sur l'organe unique est votée dans les meilleurs délais, dans les 8 premiers mois, nous pensons qu'on pourra la rendre opérationnelle. Dans les 8 mois suivants, il procéda à l'acquisition du matériel technologique et du matériel électoral. Dans le même temps, il procédera à l'audit et à la consolidation du fichier actualisé. Dans les 3 mois qui suivront, les préparatifs des opérations électorales, la campagne et la tenue du référendum. Un mouvement de grève a été lancé mercredi au Sénégal par les syndicalistes de la santé en réponse aux poursuites judiciaires menées contre 6 sages-femmes de l'hôpital de Louga dans le nord de Dakar. 4 d'entre elles ont été placées sous mandat de dépôt et 2 sont en liberté provisoire. Cela fait suite au décès
d'Astou Sokona, enceinte de 9 mois à la maternité. En RDC, le gouvernement a annoncé une hausse des salaires des fonctionnaires et agents publics de carrière de 30% à partir de ce mois d'avril. Selon les autorités congolaises, cette décision a été prise en réponse aux demandes récurrentes des fonctionnaires concernant leur niveau de vie ou encore la cherté de la vie dans le pays. Il est prévu pour le 3e trimestre de cette année une nouvelle hausse de 45% et l'application de ces décisions seront progressives. Affaire des biens mal acquis au Gabon, 4 enfants du défunt président Omar Bongo ont été mis en examen par la justice française. Ils sont accusés de recel, de détournement de fonds publics, corruption active et passive et abus de biens sociaux. Tout ceci à la suite de l'acquisition d'un important parc immobilier en France après 2 décennies d'années. Accusation rejetée par l'avocat de Grace Bongo, maître Élise Arfi. Les accusations, moi je les conteste formellement. Les acquisitions sont parfaitement légales. Beaucoup de familles achètent des biens immobiliers à leurs enfants. Je ne crois pas que les 10 enfants interrogent leurs parents sur d'où vient l'argent. Là, on ne comprend pas du tout ce ciblage. Et en tout état de cause, ma cliente est parfaitement de bonne foi. Les 4 enfants concernés par ce dossier de biens mal acquis sont Grace, Betty, Arthur et Hermine Bongo. L'actuel chef d'État gabonais Ali Bongo, qui ne fait pas partie du lot, est protégé par son immunité de président. Et puis, c'est ce dimanche 24 avril 2022 que sera connu le nom du nouveau président des Français. Ce sera à l'issue du second et dernier tour de la présidentielle qui se tient le même jour et qui oppose le président sortant Emmanuel Macron, candidat de la République en marche, à Marine Le Pen du Rassemblement national. Comme de tradition en France, les 2 candidats ont répondu présents au débat télévisé mercredi pour défendre leur projet. Voilà, nous n'avons plus beaucoup de temps, mais juste 1 ou 2 questions pour clore cette émission. Alors, dites-moi, quelle est votre réaction par rapport à la mise en examen des 4 enfants de feu Omar Bongo dans l'affaire des biens mal acquis? On sait que l'ex-président Bongo était considéré comme un pilier de la France-Afrique, et maintenant qu'il n'est plus. Vous savez pourquoi je ris? Ça, c'est de la comédie. De la comédie de la justice française. Eux tous savaient que Bongo investissait dans les immobiliers et que ces investissements profiteront plus tard à ses enfants, à ses héritiers. Pourquoi aujourd'hui? Parce qu'il y en a qui portent plainte, tout ça là. Comme l'avocat l'a dit, les enfants n'ont rien à demander à leur papa qui investissait dans les immobiliers. Moi, je pense que, d'abord, si il s'avère que c'est vrai, que c'est les biens détournés de l'État gabonais, il faudrait que l'État gabonais, alors, pose le vrai problème et récupère tous ces investissements, tous ces immeubles au nom du Gabon. Pas au nom des Français. Non, au nom du Gabon. Et que si on doit revendre ces immobiliers, que les bénéfices reviennent alors aux Gabonais. Ça, c'est 1. 2, il faut éviter l'hypocrisie de nos amis français, franchement parlant. Ou bien peut-être, ils se rendent compte que il y a des problèmes sur le terrain, sur le plan politique, parce que le président Bongo, paix à son âme, a été un soutien. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, a été un soutien de tous les chefs d'État français. Donc, cette hypocrisie, moi, ça me désole. Et sincèrement, je le dis, courir derrière tout ça là aujourd'hui, c'est faire de la publicité qu'on est en train de faire quelque chose de nouveau, nous changeons de politique, tout ça là. Alors que c'est la même chose qui se fait depuis des années en France. C'est ça. Bien, maintenant, un mot de la présidentielle en France. Le 2e tour, c'est demain et ça oppose le président sortant Emmanuel Macron à Marine Le Pen du Rassemblement national. Et au cours de leur débat mercredi dernier, ils n'ont parlé de l'Afrique pendant 1 petite minute. Voilà. Alors, quel est votre candidat et pour qui votez-vous si vous avez le droit? Non, moi je suis togolais, je n'ai même pas une double vous avez nationalité. le droit de déposer un bulletin. Moi, je n'ai même pas une double nationalité, je suis togolais à 100%. Les Français votent pour choisir leur président. Qui n'ont rien à foutre avec ce qui n'ont rien à foutre. Les Africains n'ont rien à foutre là-dedans. Maintenant, est-ce que choisir un président veut dire qu'il y a un changement de politique étrangère en France? Je ne suis pas sûr. Je vais vous rappeler quelque chose. En 1981, lorsque le président Mitterrand a été élu,
les Africains, parce que c'est la première fois que les socialistes viennent au pouvoir, les Africains ont applaudi, ont soutenu. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a nommé un ministre de la coopération, un jeune, Jean-Pierre Cotte. Après avoir fait une tournée en Afrique, voulait faire une réforme approfondie de la coopération France-Afrique. Il a été dégommé parce que certains chefs d'État ont poussé Mitterrand à le dégommer. Donc, ce qui se passe en France se passe en France. Et il se dit que le président Bongo, dont nous venons de parler, avait joué un rôle. Avait joué un rôle. Donc, avait joué un rôle. C'est comme ça qu'on le remercie aujourd'hui. Donc, moi, je dis, le choix des Français, c'est le choix des Français. Je ne ferai pas de commentaires là-dessus. Je voudrais voir si, avec un nouveau chef d'État, que ce soit un nouveau, comme le disent les Béninois, un ancien nouveau, je ne sais pas quelle est sa nouvelle politique dans la coopération avec l'Afrique. Quand j'ai eu la chance de participer à beaucoup de réunions, j'étais membre du Conseil national pour le développement intégral, international du Quai d'Orsay, mais je me suis rendu compte que toutes les propositions que les Africains font, c'est comme du cosmétique. Oui, c'est vrai, mais ça ne s'est jamais traduit. Et à un moment donné, j'ai refusé d'y aller. On a tout fait, j'ai refusé. J'ai dit non. Je ne voudrais pas jouer au pot de fleurs. Non, je ne voudrais pas jouer au pot de fleurs. Si on fait des propositions et que ces propositions-là, on en tient compte, je viendrai. Mais si ces propositions sont restées dans les tiroirs, après vous allez voir 1 ligne, 2 lignes dans le rapport que nous sommes venus, tout ça là, et la preuve, durant 2h30, l'Afrique n'a insisté que pendant 1 minute. Donc ça ne les intéresse pas. Ce qui les intéresse, c'est les intérêts. C'est les intérêts qu'ils viendront trouver en Afrique. Que ce soit Mélenchon, que ce soit Mélenchon crie, dénonce. Donc quand il sera au pouvoir, les réalités du pouvoir vont le rattraper et il fera. Parce que comme l'a bien dit un homme d'État français, la France n'a pas d'amis, elle n'a que des intérêts. Et ces intérêts doivent être défendus. Bien, nous voici donc au terme de cet entretien avec le président de la CPP, Convergence patriotique panafricaine, Adrien Beleki Akwete, que je remercie. Merci donc. Merci à toi aussi, Delago. Voilà. C'est un plaisir. Mes remerciements à vous également, auditrices et auditeurs de Victoire FM, à Hervé Essay, à Nani Vidjirakou et à Haïté Minson. Rendez-vous samedi prochain pour un nouveau numéro de Rétro 7, si Dieu le veut. Excellent week-end à toutes et à tous. Au revoir.